C'était l'été 1941. Le soleil impitoyable accablait les vastes plaines de l'Europe de l'Est, mais la chaleur torride n'était pas le seul feu qui se propageait. Sous un ciel bleu qui allait bientôt se teinter de fumée et de sang, une ombre d'acier et de poudre avançait inexorable. Ce n'était pas seulement une guerre, c'était le début d'un cataclysme, la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Le rugissement assourdissant de milliers de moteurs allemands, chars Panzer, camions de ravitaillement, véhicules blindés, résonnait dans la steppe, un présage de destruction. L'air, auparavant pur, portait désormais l'odeur métallique du diesel, de l'huile et une sombre attente de combat. La Wehrmacht, la machine de guerre la plus redoutable que le monde ait jamais vue, marchait. Ces soldats, disciplinés, confiants, étaient au sommet de la doctrine Blitzkrieg, la guerre éclair qui avait écrasé des nations en quelques semaines. Ils se croyaient invincibles, et le monde, pour un bref et terrible instant, l'a cru aussi. L'opération Barbarossa avait été lancée. 3 millions d'hommes, des milliers de chars et d'avions, une avalanche imparable dirigée vers le cœur de l'Union soviétique. L'ambition était colossale. Anéantir le communisme, étendre le Reich et garantir l'espace vital, Lebensraum, pour le peuple allemand. Dans les yeux de chaque officier, de chaque soldat, il y avait la certitude d'une victoire rapide, la même certitude qui les avait menés à Paris, à Varsovie, à Copenhague. La marche vers Moscou semblait inévitable, une simple question de temps. L'optimisme allemand était palpable, presque arrogant. Les cartes dans les salles de commandement du Führer se remplissaient de flèches rouges qui avançaient de kilomètres par jour. Les villes tombaient comme des dominos. Les villages étaient balayés de la carte. L'armée soviétique, encore en convalescence après des purges brutales et désorganisées, semblait impuissante face à la fureur nazie. Les cieux étaient dominés par la Luftwaffe, dont les bombardiers en piqué hurlèrent de manière terrifiante, transformant les paysages en champs de ruines fumantes. L'odeur d'immeubles en feu, de terres retournées par les explosions, de corps, commençait à imprégner l'air. Mais dans les profondeurs de la vaste Union soviétique, sous la poussière soulevée par les envahisseurs, quelque chose de différent commençait à bouger. Une force brutale, indomptable, forgée dans la résilience d'un peuple habitué à la douleur et à la lutte, à l'immensité implacable de sa terre. Une nation qui avait supporté des siècles d'invasion, de famine, de tyrannie. Ce n'étaient ni les soldats polonais, ni les Français, ni les Britanniques que la Wehrmacht avait affrontés auparavant. À chaque avancée allemande, à chaque victoire apparemment facile, le sol soviétique absorbait le sang et le feu, mais il ne se rendait pas. Les forêts denses semblaient murmurer d'anciens secrets. Les rivières puissantes gardèrent leurs propres histoires de résistance. Une bataille aux proportions jamais vues auparavant ne faisait que commencer, une qui allait défier toutes les attentes, qui transformerait les hommes en monstres et en héros, et qui redéfinirait le sens du sacrifice. Pourquoi ces soldats soviétiques, sous-estimés et initialement submergés, allaient-ils devenir la force la plus redoutée par les nazis? Comment l'enfer glacé de l'Est allait-il inverser le cours de l'histoire, coûtant des millions de vies et forgeant la victoire à un prix inimaginable? Pour percer cette saga de sang et de courage, de désespoir et de triomphe, de brutalité et de résilience humaine, rejoignez-nous dans ce voyage épique. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et faites partie de la légion d'historiens qui dévoilent les secrets les plus profonds et les plus percutants du passé. L'avancée initiale de la Wehrmacht fut une symphonie de destruction efficace. La Blitzkrieg, la guerre éclair, semblait imparable. Les divisions Panzer coupaient les défenses soviétiques comme des couteaux chauds dans du beurre, leurs canons rugissant, leurs mitrailleuses fauchant des vies. L'air était rempli de l'odeur âcre de la poudre et du cri des Stukas en piqué, qui semèrent la terreur depuis les airs. En quelques semaines, des millions de soldats soviétiques furent encerclés, capturés ou tués. Des villes comme Minsk et Smolensk tombèrent, leurs rues transformées en décombres fumants, leurs habitants en fantômes d'une vie qui ne reviendrait jamais. La confiance allemande se consolidait à chaque kilomètre conquis, à chaque drapeau hissé sur les ruines. Les soldats de la Wehrmacht, jeunes et endurcis, sentaient le goût de la victoire. Leurs bottes claquaient rythmiquement sur le sol, leurs uniformes gris-vert, bien que poussiéreux, portaient l'emblème d'une force victorieuse. Ils voyaient devant eux la promesse d'une Moscou rendue, d'une Union soviétique démantelée. La propagande nazie se faisait l'écho de cette certitude, dépeignant l'armée rouge comme une horde désorganisée et inférieure, destinée à l'effondrement. Mais la vastitude de la terre,
la nature même de la Russie allait commencer à murmurer une vérité différente, plus sombre. À mesure que les envahisseurs s'enfonçaient dans le territoire soviétique, le paysage, autrefois une toile pour leur gloire, commença à se transformer en un ennemi silencieux. Les routes, qui en Europe occidentale étaient des veines de progrès, n'étaient ici que des pistes de terre battues qui se désagrégeaient en poussière sous le poids des chars et des camions. La logistique allemande, une merveille de précision, commença à s'étirer jusqu'à la limite de la rupture. Carburant, munitions, nourriture, chaque approvisionnement devenait une épopée pour atteindre la ligne de front. L'avancée rapide, qui était leur plus grande force, devenait maintenant leur plus grande faiblesse, un cordon ombilical trop étiré sur le point de se rompre. Puis, la nature intervint. L'été implacable céda la place à un automne brutalement pluvieux. Le général Bou fit son entrée. Les vastes plaines se transformèrent en un marais collant, une mer de gadou qui engloutissait véhicules et hommes. L'odeur de terre mouillée et de putréfaction se mêlait à l'odeur persistante de fumée et de mort. Les chars Panzer, autrefois symboles de vitesse et de puissance, se traînèrent maintenant à pas de tortue, ou pire, restaient irrémédiablement embourbés, cible facile pour les quelques, mais déterminés, défenseurs soviétiques. La poussière fit place à la boue, la marche rapide à l'épuisement lent et torturant. La résistance soviétique, auparavant désorganisée, commença à se durcir. Il n'y avait pas que l'armée rouge qui se battait. Des partisans, des civils armés, des hommes et des femmes de tous âges, émergèrent des forêts et des villages détruits, transformant chaque arbre, chaque ruine, en un point d'embuscade. Le bruit des tirs de snipers, auparavant sporadiques, devint une bande sonore constante de terreur. Les nuits, qui auraient dû être un temps de repos, étaient interrompues par des attaques surprises, par des sabotages qui faisaient exploser des ponts et des convois. L'ennemi n'avait pas de visage, mais était partout. La guerre éclair se transformait en une guerre d'usure, un hachoir à viande où chaque mètre carré était disputé avec une férocité sauvage. L'optimisme allemand déclinait, remplacé par un sentiment croissant d'effroi. L'enfer n'était pas seulement la bataille, c'était la terre elle-même, la saison elle-même qui se retournait contre eux. Les soldats, qui avaient marché vers la gloire, se retrouvaient maintenant piégés, la boue froide et humide s'accrochant à leurs uniformes, le vent glacial de l'Est commençant à souffler les premières promesses d'un hiver impitoyable. Le rugissement des moteurs résonnait toujours, mais il ressemblait désormais à une lamentation, un cri d'impuissance face à la vastitude implacable. L'odeur de diesel et de poudre était maintenant éclipsée par l'odeur de sueur, de peur et d'un désespoir croissant. La victoire rapide se dissipait comme la brume matinale, révélant une réalité brutale. L'Union soviétique ne plierait pas. Elle saignerait, brûlerait, mais se battrait jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière balle. La guerre, pour les Allemands, cessait d'être une campagne de conquête pour devenir une lutte pour la survie dans un enfer qui avait à peine commencé à montrer ses griffes gelées. L'automne boueux fut un sombre prélude. Quand novembre arriva, le général Hiver s'abattit sur le front de l'Est avec une fureur qu'aucun stratège allemand n'avait anticipée. Les températures chutèrent verticalement, transformant la boue en glace, les rivières en pièges gelés et la vaste steppe en un désert blanc et mortel. L'odeur de la poudre et du diesel fut remplacée par l'odeur piquante de la chair brûlée par le gel, de la fumée de feux de camp désespérés et du souffle glacial de la mort. Pour les soldats de la Wehrmacht, mal équipés pour le froid sibérien, le cauchemar se matérialisa. Leurs uniformes fins, conçus pour la guerre éclair européenne, offraient peu de protection contre le vent coupant qui transperçait jusqu'aux os. Les bottes gelaient sur les pieds, causant la gangrène. Les armes, autrefois efficaces, s'enrayaient par le froid extrême. L'huile moteur gelait, les chars refusèrent de démarrer, transformant les machines de guerre en monuments inertes d'une arrogance militaire. Le son constant du vent hurlait à travers les forêts défeuillées, une complainte fantomatique qui semblait murmurer sur la futilité de leur invasion. Chaque jour, le nombre de morts par gel et maladie dépassait celui des pertes au combat. Des hommes, autrefois pleins de fierté, étaient désormais des spectres affamés, les visages marqués par l'épuisement et la peur. Chaque matin, en se réveillant dans des tranchées glacées, ils trouvaient des camarades raidis par le froid, leur corps rigide enveloppé de couvertures blanches de givre. Le goût métallique du sang gelé et la vue de doigts noirs et sans vie devinrent une partie de la routine. Le front se transforma en un hachoir à viande,
où l'ennemi le plus implacable était l'environnement lui-même. Pendant ce temps, les défenseurs soviétiques, endurcis par un climat qui faisait partie de leur âme, contre-attaquaient avec une férocité qui choquait les envahisseurs. Vêtus de manteaux matelassés, de bottes en feutre et de chapkas en fourrure, ils se déplaçaient comme des fantômes blancs sur la neige. Leurs cris de guerre « Za Rodinu, za Stalina » pour la patrie, pour Staline, résonnaient à travers les forêts, se mêlant au bruit de mitrailleuses et d'explosions. Chaque arbre, chaque monticule de neige, chaque ruine de maison devenait un point de résistance, un lieu d'embuscade. L'odeur de vodka et de tabac, mélangée à la sueur et à la détermination, émanait de leur corps résilient. Le combat au corps à corps était brutal, inhumain. Couteaux, baïonnettes, crosses de fusil, tout servait à tuer. Dans les villages en flammes, transformés en labyrinthes de décombres glacés, la lutte se menait maison par maison, cave par cave. Les bruits de tirs courts et étouffés, suivis de cris gutturaux, remplissaient l'air. Le sang chaud l'espace d'un instant tachait rapidement la neige d'un rouge sombre, gelant en motifs grotesques qui témoignaient de la sauvagerie des affrontements. Les civils, pris au milieu de cet enfer, souffraient en silence. Des familles entières étaient balayées de la carte, leurs maisons réduites en cendres, leurs corps empilés dans les fosses communes creusées à la hâte dans le sol gelé. Les pleurs des enfants, les lamentations des femmes se mêlaient au rugissement des batailles. La famine se propageait comme une peste, et le désespoir menait à des actes de courage et de barbarie. L'odeur de fumée de bois brûlé, de corps en décomposition sous la neige, de désespoir humain imprégnait l'air glacial. À Léningrad, à des centaines de kilomètres au nord, le siège allemand se resserrait déjà, transformant la ville en une île de souffrance. Mais même dans les régions les plus éloignées, la promesse allemande d'une victoire rapide s'était dissoute en poussière et en glace. Les soldats de la Wehrmacht, autrefois des conquérants invincibles, étaient maintenant des proies dans un vaste et glacial terrain de chasse, où chaque jour était une bataille pour leur propre âme. La vastitude du territoire, l'inclémence du climat et la fureur indomptable du peuple soviétique avaient transformé la Blitzkrieg en un cauchemar d'attrition, un enfer congelé où la survie était la seule victoire. La machine de guerre allemande, autrefois une force d'avancée implacable, grinçait et gémissait maintenant sous le poids de l'hiver et de la résistance soviétique. La Blitzkrieg avait échoué. La guerre ne serait pas rapide, elle ne serait pas facile. Le front, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, de Léningrad à Stalingrad, s'était transformé en un immense et sanglant champ d'attrition, où chaque mètre de terre était disputé avec une fureur primale. Les tranchées gelées devinrent des tombes à ciel ouvert. L'odeur de la mort, de la fumée d'explosifs et de la sueur humaine était constante, une brume dense planant sur la steppe blanche. Pour les soldats allemands, à chaque aube glaciale, la réalité brutale s'imposait. Les rations diminuaient, les maladies se propageaient comme le feu. Typhus, dysenterie, pneumonie, des ennemis invisibles aussi mortels que les balles soviétiques. Les hôpitaux de campagne, improvisés dans des granges ou des écoles détruites, débordaient d'amputés, d'hommes aux brûlures de froid dévorant la chair, de visages pâles de fièvre et de désespoir. Le son des gémissements des blessés et le silence des mourants étaient la bande sonore de l'arrière-garde. Le moral, autrefois inébranlable, commençait à se corroder. Les lettres de la maison, quand elles arrivaient, parlaient de manque, mais aussi d'une appréhension croissante. Les promesses d'une victoire rapide et d'un retour glorieux s'évanouissaient avec chaque jour de neige et de sang. Les officiers, auparavant confiants, affichaient maintenant des visages tendus, marqués par l'inquiétude et l'épuisement. Les ordres de ne pas reculer d'un pas, venant de Berlin, semblaient un écho lointain, presque irréel, face à la réalité brutale du front. La vastitude du territoire, la férocité implacable des soviétiques et le froid sibérien avaient transformé la guerre en un piège. De l'autre côté, les soldats soviétiques, qui avaient résisté au choc initial, trouvaient maintenant une nouvelle force. Ils se battaient non pour une idéologie abstraite, mais pour leur famille, pour leur village, pour leur propre existence. La vengeance devint un puissant carburant. L'odeur de la poudre et le cri de guerre « Hurrah !» résonnaient avec une férocité renouvelée. Ils connaissaient la terre, connaissaient l'hiver. Leurs tactiques de guérilla, d'embuscades nocturnes, d'attaques surprises au milieu des blizzards, fauchaient la vie des envahisseurs épuisés et désorientés. Dans des villes comme Moscou, l'encerclement allemand s'était dangereusement resserré,
Mais la résistance tenait bon. Des femmes et des enfants creusaient des tranchées, érigeaient des barricades, produisaient des munitions dans les usines sous les bombardements. Le son des sirènes d'alerte aérienne était une constante, l'odeur de fumée et de poussière un parfum familier. La résilience des civils était le miroir de la détermination des soldats. La famine était une compagne constante, mais la volonté de se battre et de survivre était encore plus grande. L'armée rouge, autrefois vue comme désorganisée, se restructurait maintenant. De nouveaux approvisionnements, y compris des chars T-34, des machines de guerre robustes et efficaces sur le terrain gelé, arrivaient au front. L'artillerie soviétique, autrefois dépassée, portait désormais des coups dévastateurs, son rugissement assourdissant couvrant les cris des blessés. L'odeur métallique de l'acier chaud et l'odeur âcre de la cordite remplissaient l'air, tandis que les canons lançaient des salves de mort sur les positions allemandes. La guerre devenait une bataille de volonté, de qui pourrait supporter le plus de souffrances, le plus de pertes. Le siège de Léningrad, qui durait depuis des mois, en était un témoignage vivant. Des millions de civils, piégés dans la ville, faisaient face à la famine, au froid et aux bombardements quotidiens. Le son de la mort était constant, l'odeur de corps congelés dans les rues, une réalité quotidienne. Mais la ville ne tombait pas. Sa résilience était un phare d'espoir au milieu de l'obscurité. Sur le vaste front, les armées allemandes étaient étirées, leurs lignes de ravitaillement vulnérables. À chaque tempête de neige, à chaque contre-attaque soviétique, le sentiment d'être pris au piège dans une fosse mortelle s'approfondissait. Les soldats, qui rêvaient autrefois de gloire, ne rêvaient plus que de survie, de la fin de cet enfer gelé. Le son du vent hurlait comme un chœur de fantômes, leur rappelant la vastitude implacable de la Russie et la fureur indomptable de son peuple. La victoire rapide s'était transformée en une lutte désespérée pour chaque respiration, pour chaque jour de vie. L'enfer glacé n'était plus seulement une métaphore, c'était la réalité brutale qui engloutissait la Wehrmacht. Les ordres d'Hitler de ne pas reculer d'un pas se heurtaient à l'impossibilité physique de les maintenir. Les lignes allemandes, étirées à la limite, commençaient à céder, non pas dans une défaite ordonnée, mais dans un effondrement chaotique. Le bruit des tirs d'artillerie soviétique, auparavant sporadique, devint un tonnerre continu, annonçant l'arrivée d'une tempête d'acier et de feu. Chaque explosion secouait la terre gelée, dispersant éclats d'obus et morts, et avec elle, l'odeur métallique et âcre de la poudre mêlée à l'odeur de terre et de chair brûlée. L'initiative du combat avait changé de main. L'armée rouge, maintenant mieux équipée, plus expérimentée et motivée par une haine profonde, lançait des contre-attaques dévastatrices. Les redoutables chars T-34, des machines de guerre formidables avec leurs blindages inclinés et leurs canons puissants, perçaient les défenses allemandes comme des béliers. Leurs moteurs ronronnaient comme des bêtes réveillées, et le crissement de leurs chenilles sur la glace était un chant de mort pour les envahisseurs. Derrière eux, des vagues d'infanterie soviétique, avec leurs manteaux matelassés et leurs baïonnettes brillantes, avançaient sur la neige maculée de sang, leurs cris de guerre « Hurrah !» résonnant avec une férocité indomptable. Pour les Allemands, la retraite devint la seule option de survie, mais c'était une retraite qui frôlait le désespoir. Il n'y avait pas de route dégagée, seulement des sentiers gelés et des forêts denses. Les véhicules restaient embourbés dans la neige profonde. Leurs moteurs, déjà fragilisés par le froid, refusaient de fonctionner. Canons et équipements précieux étaient abandonnés, transformant le paysage en un cimetière d'acier et de fer. Les soldats, épuisés et affamés, tentèrent de se traîner vers l'ouest, leurs visages défigurés par les engelures et la terreur. L'odeur de sueur, de peur et de gangrène était constante, mêlée au souffle glacial de la mort qui les poursuivait. Les nuits étaient encore plus cruelles. Le froid coupait la chair et les patrouilles soviétiques, tels des loups chassant des proies blessées, attaquaient les convois isolés et les groupes de fuyards. Le bruit des tirs de fusils et de mitrailleuses brisait le silence de la nuit, suivi de cris d'agonie. Beaucoup d'Allemands préféraient la mort rapide d'une balle à l'agonie lente du gel. La peur d'être capturés par les Soviétiques, qui ripostaient avec une brutalité reflétant celle des envahisseurs, était un spectre constant. Les prisonniers étaient exécutés sommairement ou envoyés dans des camps de travail forcés où la survie était une exception. À des points cruciaux, comme aux abords de Moscou, la bataille atteignit son paroxysme. Les derniers efforts allemands pour prendre la capitale furent écrasés par la résistance soviétique,
qui défendaient chaque rue, chaque bâtiment avec une férocité suicidaire. Le combat se déroulait dans des ruines fumantes, où l'odeur de béton brûlé et de corps carbonisés se mêlait à la glace et à la neige. Les chars allemands étaient pris en embuscade et détruits, leurs équipages brûlés vifs ou gelés dans leurs carapaces métalliques. Le son des canons antichars soviétiques était une mélodie de triomphe pour les défenseurs et un requiem pour les attaquants. Les décisions des commandants allemands étaient de plus en plus amères. Pour sauver ce qui restait de leur division, ils devaient souvent désobéir aux ordres directs d'Hitler, optant pour des retraites tactiques qui, bien que sauvant des vies, représentaient une humiliation. Chaque kilomètre reculé était un aveu de défaite, un coup porté au moral déjà fragilisé. Le coût humain était inimaginable. Des centaines de milliers de morts et de blessés, des dizaines de milliers de prisonniers qui allaient affronter un destin incertain dans les steppes gelées. Le front de l'Est était devenu un hachoir à viande sans précédent. La guerre éclair s'était transformée en une guerre d'extermination où la ligne entre combattants et civils s'estompait et la brutalité était la monnaie courante. L'avancée allemande, qui semblait imparable à l'été 1941, avait été stoppée par le général Hiver et par l'indomptable résilience soviétique. L'arrogance militaire nazie, auparavant si évidente, se dissolvait maintenant dans le désespoir et la retraite. L'odeur de fumée, de poudre et de sang coagulé sur la neige était le témoignage silencieux que le vent de la guerre était, de manière irréversible, en train de tourner. La glace et la neige reculèrent, mais le printemps 1942 n'apporta pas l'espoir d'une fin, seulement la révélation d'une horreur encore plus grande. Le paysage, autrefois vaste et intact, gisait maintenant comme une blessure ouverte, un témoignage silencieux de la brutalité de l'hiver. Des kilomètres et des kilomètres de terre étaient recouverts d'un linceul macabre, épaves tordues de chars, camions rouillés, armes abandonnées et, le plus terrible, les corps gelés de centaines de milliers d'hommes. L'odeur de la mort, auparavant étouffée par le froid, émergeait maintenant avec le dégel, une puanteur douceâtre et nauséabonde qui imprégnait l'air, se mêlant à l'odeur âcre de la poudre et du métal rouillé. Pour les survivants allemands, la retraite ne signifia pas la fin du tourment. Beaucoup de ceux qui avaient échappé aux balles et au froid tombèrent aux mains de l'armée rouge. Ceux qui ne furent pas exécutés sommairement, en représailles aux atrocités nazies, affrontèrent un destin aussi cruel que le front lui-même, les camps de prisonniers soviétiques. Des milliers succombèrent à la famine, aux maladies et au travail forcé, leur corps s'éteignant dans des terres lointaines, sous un ciel indifférent. L'arrogance de la Wehrmacht s'était dissoute en poussière et en glace, remplacée par un vide existentiel, un traumatisme qui marquerait des générations. Les yeux qui brillaient autrefois de la certitude de la victoire portèrent maintenant le poids d'un cauchemar inoubliable, la terreur du général Hiver et la fureur indomptable des soldats soviétiques. Mais la victoire soviétique eut aussi un prix inimaginable. Les villages étaient en ruine, les villes réduites en décombres, la terre brûlée et trempée de sang. Des millions de civils étaient morts de faim, de froid ou par la main des envahisseurs. Chaque famille avait une histoire de perte, chaque rue un mémorial invisible. Les soldats de l'armée rouge, bien que victorieux dans la défense de Moscou et dans l'expulsion initiale de l'ennemi, portèrent de profondes cicatrices, visibles et invisibles. Le son des cris de leurs camarades, l'odeur métallique du sang sur leurs mains, la vision d'atrocités indicibles, tout cela s'était logé dans leurs âmes. Ils avaient défendu leur patrie avec une résilience surhumaine, mais à un coût que l'humanité pouvait à peine concevoir. Le front de l'Est était désormais plus qu'un champ de bataille. C'était un laboratoire d'horreur, où la résilience humaine était testée jusqu'au point de rupture. La leçon la plus amère pour la Wehrmacht fut la sous-estimation. Ils avaient sous-estimé la vastitude de la terre, la férocité du climat et, par-dessus tout, la volonté d'un peuple de se battre jusqu'à la mort pour son existence. La Blitzkrieg, conçue pour une guerre rapide et décisive, s'était heurtée à une réalité brutale. L'Union soviétique n'était pas la France. C'était un enfer, un hachoir à viande qui exigeait un coup en sang et en souffrance qu'aucune autre nation n'avait supporté. L'impact psychologique fut profond. Pour les Allemands, la croyance en l'invincibilité avait été brisée. Le rêve d'une victoire rapide s'était transformé en une lutte désespérée pour la survie. Pour les Soviétiques, la guerre cessa d'être une simple défense contre un envahisseur. Elle devint la Grande Guerre patriotique,
Un conflit existentiel qui forgea une identité nationale à travers la souffrance et le sacrifice collectif. Le soldat soviétique, auparavant considéré comme une simple pion, émergea comme un symbole de courage indomptable, capable de supporter l'insupportable et de se battre avec une fureur primale. L'héritage de cet hiver brutal et de la contre-offensive soviétique allait résonner pendant des décennies, non seulement dans les mémoriaux érigés à Moscou, Stalingrad ou Leningrad, qui deviendraient des symboles de résistance inébranlables, mais dans les cicatrices invisibles d'une génération entière. Des livres et des films tenteraient de capturer l'ampleur de cette souffrance, la férocité de ce combat, mais la véritable dimension de l'horreur resterait au-delà de toute compréhension. Chaque année, la neige qui tombait sur les vastes plaines de l'Est apportait avec elle le murmure des morts, un rappel glacial du coût de l'ambition démesurée et de la résilience forgée dans le feu et la glace. Mais l'horreur était loin d'être terminée. L'Allemagne, bien que blessée, n'était pas vaincue. L'été 1942 allait apporter avec lui une nouvelle offensive, une nouvelle tentative de briser l'épine dorsale soviétique, conduisant à l'un des affrontements les plus sanglants et les plus décisifs de l'histoire. Le front de l'Est, désormais un puits sans fond de douleur et de sacrifice, se préparait à engloutir des millions d'autres vies, dans une spirale de violence qui ne se terminerait qu'avec la chute d'un empire. Le soleil d'été de 1942 apporta avec lui une fausse promesse de rédemption pour la Wehrmacht. Après l'enfer gelé, la poussière et la chaleur de la steppe russe, maintenant plus au sud, semblaient une bénédiction. Les cicatrices de l'hiver étaient encore visibles sur les corps et les âmes des soldats, mais le commandement allemand, insensible aux leçons récentes, lança une nouvelle et audacieuse offensive. Opération Bleue. La cible? Les champs pétrolifères du Caucase, le sang vital de la machine de guerre soviétique et la ville industrielle de Stalingrad, un nœud vital sur la Volga, un symbole, un nom. Le rugissement des moteurs, autrefois réduit au silence par la glace, résonnait à nouveau sous un ciel bleu implacable, soulevant des nuages de poussière qui aveuglaient et suffoquaient. La confiance allemande, bien qu'ébranlée, renaquit avec les premières avancées. La Wehrmacht, renforcée et réorganisée, semblait avoir retrouvé son élan. Chars et infanterie se déplaçaient rapidement à travers les plaines du sud, repoussant les forces soviétiques qui se remettaient encore des pertes de l'hiver. L'odeur de carburant brûlé, de métal chaud et de sueur imprégnait l'air. À chaque kilomètre conquis, l'objectif semblait plus proche, la victoire plus tangible. Les lignes de ravitaillement, auparavant gelées et inopérantes, s'étendaient désormais sur des routes poussiéreuses, acheminant carburant et munitions au cœur de l'Union soviétique. Mais derrière l'efficacité apparente, la même arrogance qui avait condamné la Blitzkrieg initiale planait comme une ombre. Pour les soldats allemands, la nouvelle campagne apporta un nouveau genre de tourment. L'été dans la steppe était brutal. La chaleur torride du jour, qui faisait vibrer l'air, était remplacée par des nuits froides et remplies d'insectes. La poussière, fine et omniprésente, recouvrait tout, obstruant les armes, irritant les yeux et les gorges. La soif était un ennemi constant, aussi implacable que n'importe quelle balle soviétique. Les rivières et les puits, quand ils étaient étrouvés, étaient disputés avec férocité. L'odeur de sable chaud, de sueur et de désespoir était le parfum de la nouvelle offensive. Beaucoup se demandaient s'ils avaient échangé l'enfer gelé contre un enfer poussiéreux et brûlant. Du côté soviétique, la retraite était une stratégie amère, mais nécessaire. Les leçons avaient été tirées des pertes catastrophiques de 1941. Désormais, la tactique de la terre brûlée était appliquée avec une froide détermination. Des usines entières étaient démantelées et transportées vers l'Est, au-delà de l'Oural. Les récoltes étaient brûlées, les ponts détruits, tout pour priver l'ennemi de ressources. Le bruit des explosions de démolition et l'odeur de fumée remplissèrent l'air, une lamentation silencieuse pour la terre sacrifiée. La détermination du peuple soviétique s'endurcissait à chaque pas en arrière, à chaque perte. La ville de Stalingrad, étendue le long de la Volga, devint l'épicentre de cette nouvelle phase de la guerre. Une ville qui produisait des tracteurs et des chars, un symbole de l'industrialisation soviétique, se transformait maintenant en un objectif d'une valeur incalculable pour Hitler. Non seulement pour son importance stratégique, mais pour son nom, qui portait celui du dirigeant soviétique, Joseph Staline. Prendre Stalingrad serait un coup psychologique dévastateur. Les forces allemandes convergeaient vers la ville, sentant l'odeur de fumée des usines et l'odeur de la victoire.
Mais à chaque kilomètre que les divisions allemandes avançaient, leurs lignes s'étiraient encore davantage. Leurs flancs devenaient plus vulnérables. Le vaste territoire russe, qui semblait une invitation en été, allait bientôt se révéler un piège. La résistance soviétique, bien que battant en retraite, n'était pas brisée. Dans chaque village, sur chaque colline, il y avait une bataille. Le bruit des tirs de fusils et de mitrailleuses était une constante, ponctuant le silence de la steppe. Les embuscades nocturnes, les attaques de guérilla en fer du front de l'Est, qui semblaient s'être atténuées avec le printemps, ne faisaient que changer de forme, se préparant à engloutir une fois de plus les envahisseurs. La bataille de Stalingrad promettait d'être différente de tout ce que le monde avait jamais vu. Ce ne serait pas une guerre de manœuvre rapide, mais une bataille d'extermination, rue par rue, maison par maison. L'odeur de béton et d'acier, le bruit des sirènes et des explosions, la vision de civils et de soldats combattant ensemble, tout cela deviendrait la marque d'un affrontement qui définirait le cours de la guerre. L'arrogance allemande était sur le point d'entrer en collision avec la résilience soviétique à son point le plus extrême, et le résultat serait un bain de sang sans précédent. La trappe était en train de se monter, silencieusement, sous le soleil brûlant de l'été 1942. La ville de Stalingrad n'était pas seulement un point sur la carte, c'était un monstre de béton et d'acier, un piège qui attendait les imprudents. Les premiers soldats allemands qui entrèrent dans ces faubourgs sentirent l'odeur de fumée et de destruction, le prélude d'un enfer sans précédent. Les espoirs d'une victoire rapide dans la ville s'évanouirent en quelques heures. Le combat n'avait plus lieu en rase campagne, mais dans un labyrinthe de ruines, de décombres fumants et de bâtiments éventrés. Chaque usine, chaque entrepôt, chaque maison devenait une forteresse, un point de résistance fanatique. Les Allemands, habitués à la guerre de manœuvre, furent jetés dans un type de combat qu'ils n'avaient jamais imaginé. La Rattenkrieg, la guerre des rats, comme les soldats eux-mêmes l'appelaient. Il n'y avait pas de ligne de front claire. L'ennemi pouvait être n'importe où, dans le sous-sol d'un immeuble, sur le toit d'un autre, dans les égouts fétides sous leurs pieds. Le bruit constant des tirs de fusils de précision, des rafales de mitrailleuses et des grenades explosant dans des espaces confinés était assourdissant. L'odeur de poussière de briques, de ciment brûlé, de sang et de mort était l'air qu'ils respiraient. La poussière, soulevée par les explosions, recouvrait tout, aveuglant et suffocant. D'un côté, la détermination allemande poussée par l'ordre direct d'Hitler. Stalingrad doit être prise. De l'autre, la fureur soviétique, galvanisée par la devise « Pas un pas en arrière ». Pour les défenseurs, la ville était la dernière ligne, la limite du sacrifice. Des femmes et des enfants civils, beaucoup d'entre eux, travaillaient aux défenses, creusaient des tranchées, transportaient des munitions, vivant dans des caves humides, sous le martèlement constant de l'artillerie et des bombardements aériens allemands. La peur était une présence constante, mais à elle se mêlait une haine viscérale des envahisseurs. L'odeur de peur et de sueur, de larmes et de terre était l'essence de la résistance. Le combat était brutal, intime, inhumain. Des couloirs sombres se transformaient en champs de bataille où baïonnettes et pelles étaient utilisées avec une férocité primaire. Chaque étage d'un immeuble était une bataille en soi. Chaque pièce, un front. Les Allemands avançaient mètre par mètre, payant un prix terrible. L'odeur de cordite brûlée et de chair carbonisée était omniprésente. Les pertes étaient astronomiques des deux côtés. Les snipers soviétiques, comme Vassili Zaïtsev, devinrent des légendes, leurs tirs précis fauchant des vies allemandes avec une froideur calculée, un murmure mortel dans le chaos. Le bruit d'un tir isolé, suivi d'un cri, était un rappel constant de la présence invisible de l'ennemi. Les chars allemands, qui avaient balayé les steppes, étaient inutiles dans les rues étroites et encombrées de décombres. Ils devenaient des cibles faciles pour les escouades anti-chars soviétiques, qui émergèrent des ruines comme des fantômes, lançant des cocktails Molotov et des grenades. Le rugissement des moteurs des chars se transformait en un fracas final, suivi des flammes et de l'odeur de diesel brûlé et de métal fondu. L'infanterie allemande était forcée de se battre seule, sans le soutien lourd qui les avait rendus si efficaces. C'était une lutte pour la survie, où le moral s'éteignait à chaque maison conquise, à chaque camarade perdu. La pression sur la 6e armée allemande, commandée par le général Paulus, était immense. Les ordres d'Hitler étaient inflexibles, mais la réalité sur le terrain était un cauchemar. Les ravitaillements devenaient rares.
les lignes de communication fragiles. L'odeur du désespoir commençait à imprégner l'air, se mêlant à la fumée et au sang. Pendant ce temps, sur les flancs de l'avancée allemande, loin des yeux fixés sur Stalingrad, les armées roumaines et italiennes, moins bien équipées et moins motivées, étiraient leurs lignes, vulnérables et exposées. Une tempête se préparait silencieusement dans les vastes steppes. Pour les civils piégés dans la vie était un enfer constant. Sans eau, sans nourriture, sans abri sûr. Beaucoup sont morts de faim, de froid, ou ont été massacrés lors des bombardements. L'odeur de la faim, de la maladie et de la mort se répandait dans les caves et les égouts où ils se cachaient. Les enfants, les yeux vides, étaient en témoins d'horreurs qu'aucun être humain ne devrait voir. L'espoir était une flamme faible, presque éteinte, alimentée seulement par la promesse que l'armée rouge ne les abandonnerait pas. La bataille de Stalingrad consommait tout. C'était une bataille d'attrition, où la force de volonté était aussi importante que les munitions. Le bruit incessant des combats, l'odeur de destruction et la terreur constante modelaient la psyché de chaque soldat, de chaque civil. La ville devint un symbole, non seulement pour Hitler et Staline, mais pour des millions de personnes dans le monde entier. C'était le point de rupture, l'endroit où l'arrogance nazie serait testée contre la résilience soviétique d'une manière qui allait changer le cours de l'histoire. Le piège, auparavant silencieux, grinçait et craquait maintenant, prêt à se refermer sur l'armée d'invasion. Alors que la Wehrmacht s'épuisait dans les ruines fumantes de Stalingrad, la tempête promise par les flancs vulnérables se matérialisa. Le 19 novembre 1942, sous un voile de neige fraîchement tombé et un froid mordant qui annonçait le retour du général Hiver, l'armée rouge lança l'opération Uranus. Ce ne fut pas une avancée graduelle, mais un torrent écrasant. Des millions de soldats soviétiques, appuyés par des milliers de chars et d'artillerie, percèrent les lignes roumaines et italiennes, fragiles et mal équipées, comme du papier. Le rugissement des katyushas, les orgues de Staline, résonna dans les steppes gelées, annonçant une rétribution brutale. En quelques jours, la pince se referma. La 6e armée allemande et des parties de la 4e armée Panzer furent encerclés à Stalingrad. L'odeur de panique se mêla à l'odeur de la neige et de la fumée. Soudain, la ville n'était plus un objectif de conquête, mais un piège mortel. La promesse de secours d'Hitler était une cruelle illusion. La Luftwaffe, épuisée, ne pouvait briser le blocus aérien. La famine, le froid et le désespoir devinrent les nouveaux ennemis. Les soldats allemands, maintenant pris au piège, entendirent le vent hurler et les tirs soviétiques, et savaient que l'enfer était revenu, plus glacial et implacable que jamais. À l'intérieur de la poche de Stalingrad, la situation était insupportable. Les rations diminuaient chaque jour, le carburant gelait, et les blessés s'entassaient dans des abris improvisés, mourant de gangrène et d'hypothermie. L'odeur de mort et de maladie était constante. Le général Paulus, commandant de la 6e armée, recevait des ordres insensés d'Hitler. « Ne vous rendez pas, battez-vous jusqu'au dernier homme ». Mais la réalité était implacable. Sans ravitaillement, sans espoir de soulagement, la résistance se désintégrait. Le son des cris des mourants et le silence de ceux qui succombaient devinrent la bande sonore de l'agonie. Le 2 février 1943, après des mois de souffrance indicibles, ce qui restait de la 6e armée allemande se rendit. 90 000 soldats, affamés et gelés, marchèrent vers la captivité soviétique, dont seulement 6 000 environ reviendraient chez eux. La chute de Stalingrad fut un coup dévastateur pour le Troisième Reich, une défaite qui résonna dans toute l'Europe, brisant le mythe de l'invincibilité nazie. L'odeur de la victoire soviétique, amère et maculée de sang, plana finalement sur les ruines de la ville. Le front de l'Est fut plus qu'une série de batailles. Ce fut un affrontement d'idéologie, de volonté, une épreuve extrême de la résilience humaine. Chaque ruine est un cri contre la guerre. Chaque nom gravé sur un monument est un rappel du coût de l'ambition démesurée. Le sang sur la neige est un rappel éternel du sacrifice et de la fureur qui ont transformé les soldats soviétiques en la force la plus redoutée par les nazis. Ils ne se sont pas battus uniquement pour une idéologie, mais pour leur foyer, leur famille, leur existence même. Le courage, la brutalité et la résilience dont ils ont fait preuve ont forgé la victoire, mais à un coût inimaginable. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage dans le passé.